Si ces dernières années, l'Inter Milan s'est érigé comme la force principale d'Italie, le nouveau leader du championnat et l'ennemi à abattre pour devenir roi de Serie A, cette saison, beaucoup de signaux ont montré que l'ère de domination nerazzurri était sur le point de prendre fin. En route pour un triplé historique qui aurait pu récompenser l'immense travail de Simone Inzaghi depuis sa nomination, l'équipe, le groupe et l'union collective qui s'était formée au sein du club a finalement cédé face à la pression des échéances de fin d'année sportive. L'Inter, bien parti pour rajouter de nouvelles lignes à son palmarès déjà bien fourni, a fini par tomber tellement fort qu'un chapitre de son histoire en a pris fin. Une chute immense, absolument impossible à prévoir, qui va avoir de très lourdes conséquences sur l'avenir du club et sur l'été que vont vivre les supporters. Champion de Serie A et vainqueur de la Supercoupe du pays l'an passé, les hommes de Simone Inzaghi ont commencé la préparation de la saison en étant clairement les favoris pour remporter à nouveau le titre de champion. Historiquement, depuis la fin du règne de la Juventus, personne n'avait réussi à rester sur le trône 2 saisons de suite. Cette victoire finale aurait donc permis d'asseoir la domination interiste au niveau national et les ingrédients ont été mis pour aider Inzaghi dans cette quête. Pour la première fois en 4 ans, Marotta n'a pas été obligé de trouver une porte de sortie à un top joueur de l'effectif. Le groupe, malgré quelques départs logiques et obligatoire, a donc enfin de la continuité, avec en plus les renforts habituels choisis par le meilleur directeur sportif du pays. Taremi Zielinski arrive libre pour renforcer le groupe, les options d'achat des joueurs en prêt la saison dernière sont levées, Thomas Palacios et José Martinez sont les 2 seuls investissements concrets de l'été, et comme d'habitude, de très nombreux départs en prêt, notamment de jeunes talents autour de la vingtaine, sont faits pour diminuer la masse salariale, créer des entrées d'argent et compacter le groupe en ayant une assurance pour le futur. Avec ces départs, l'Inter Milan devient l'une des plus vieilles équipes du championnat, l'une des plus vieilles d'Europe. Le groupe est donc clairement sur la fin, et c'est comme ça que la saison commence. Uni derrière les idées tactiques d'un Simone Inzaghi dont le nom commence à prendre une sacrée ampleur, le vestiaire interiste part pour sa dernière mission commando. Et très vite, tu comprends que la saison s'annonce historique. À la pause hivernale, l'équipe tourne plutôt bien avec seulement 2 défaites en Serie A, une seule en phase de poule de Ligue des Champions, offrant donc une qualification directe en 8e de finale, et 2 parcours en coupe et en Supercoupe, bien partis en éliminant respectivement l'Atalanta et l'Udinese. Avec Conte et Gasperini en rivaux plus haut sur le podium à seulement 3 points d'écart, Inzaghi réussit tout de même à maintenir son équipe à la course au titre tout en étant compétitif partout ailleurs, un challenge au vu des quelques petits problèmes qui apparaissent dans la rotation d'effectifs, qui est plutôt décevante, notamment en attaque, où un Marcus Thuram absolument impérial continue de montrer qu'il est l'un des meilleurs attaquants en Europe. Le premier vrai signal d'alerte fera cependant surface lors de la finale de Supercoupe, une défaite contre Milan qui fait suite à celle en championnat qui aura mis fin à la domination interiste dans le derby. En plus de perdre la première finale de la saison, l'Inter offre un trophée à son némésis historique et déjà à ce moment-là, quelques doutes font surface. Mais malgré tout, la saison continue. L'équipe domine de plus en plus partout où elle joue, premier de Serie A, demi-finaliste de Ligue des Champions et de Coupe d'Italie, tout laisse présager fin avril que l'Inter est en route pour reproduire le fameux triplé qui a marqué l'histoire avec José Mourinho. Simone Inzaghi, lui, y croit. Son équipe peut le faire et il ira jusqu'à le prédire dans une conférence de presse qui donnera lieu à une image iconique. Malgré les problèmes de rotation que le mercato hivernal n'aura pas aidé à résoudre, malgré les blessures qui commencent à affaiblir l'effectif et la fatigue qui tape sur le groupe de joueurs le plus vieux d'Europe, Inzaghi croit en son collectif, en ses idées de jeu, et c'est dans cette optique de triplé que l'Inter Milan se lance dans son sprint final. Le premier duel face à Barcelone en demi-finale de Ligue des Champions voit les Italiens sortir vainqueurs, mais de très peu, porté par un Denzel Dumfries en furie lors du match aller exceptionnel, qui finira en match nul. Le match retour rempli de rebondissements sera finalement la démonstration parfaite de la force collective du groupe interiste. Éliminés à la 87e minute, les Italiens réussiront à revenir au score pour forcer les prolongations, qu'ils finiront par gagner grâce à un but d'un habituel remplaçant. Un succès immense qui coûtera cher, notamment pour Lautaro Martinez, qui forcera pour jouer même en étant blessé, n'étant donc pas capable de performer à son niveau et empirant sa situation physique. Dominé pendant 220 minutes par un jeune Lamine Yamal, même pas majeur, l'Inter aura tout de même montré des qualités de contre-attaquant et une force mentale qui surprendront son adversaire. Un résultat et une réussite immense qui n'éclipse malheureusement pas du tout la nouvelle défaite contre Milan, qui encore une fois sort l'équipe d'une coupe. Un échec qui aurait pu être anecdotique, mais qui commence aussi à créer un climat bizarre. En plus de perdre cette opportunité, cette semaine-là sera entourée par 2 défaites en championnat contre Bologne et Rome, 2 défaites par un seul petit but qui relance totalement la course au titre, à 4 matchs de la fin du championnat. Sans finale de coupe et avec une finale de Ligue des Champions dans le viseur, l'Inter s'unit à nouveau pour aller chercher un doublé, pour aller chercher ce second titre en 2 années consécutives, mais encore une fois, les hommes d'Inzaghi échouent avec un nul contre la Lazio, qui
qui scelle définitivement la seconde place de l'Inter. Parti pour faire un triplé, le club n'a donc plus que l'Europe pour espérer soulever un trophée cette saison, mais encore une fois, tout ne se passera pas comme prévu. 2 ans après Istanbul, l'Inter Milan est de retour en finale de Ligue des Champions. Cette fois à Munich, mais toujours contre un adversaire qui ne l'a jamais gagné. Si lors de la finale de Ligue des Champions, perdue contre Manchester City, Pep Guardiola, le grand gagnant de la soirée, avait prédit un retour à ce même stade de la compétition pour Inzaghi et ses hommes, la réalité des faits a rapidement donné raison à l'Espagnol. Les enjeux sont donc quasiment identiques, puisque si l'un cherche à construire son histoire avec un jeune groupe porté par un coach l'ayant déjà gagné, l'Inter de son côté veut finir son excellent chapitre porté par un groupe de vétérans qui auront tout donné pour retrouver cette opportunité et enfin être couronné grâce aux idées d'un coach qui ne l'a jamais gagné. La situation est donc sacrément intéressante, une opposition stylistique, idéologique, tactique, le club historique porté par le groupe de joueurs le plus vieux contre le club en quête d'histoire construit autour de sa jeunesse pleine de promesses, un duel au sommet du football européen qui aurait dû donner lieu à un beau spectacle si les deux équipes étaient en pleine possession de leurs moyens. Mais très vite dans le match, tu comprends que quelque chose cloche du côté des Italiens. Dès le coup d'envoi, les Italiens sont dominés. L'Inter laisse trop d'espace, trop de temps à son adversaire, au point de se retrouver totalement acculé dans son camp. Les erreurs individuelles à la relance s'empilent face à un pressing absolument gigantesque de la part des Parisiens, qui en plus de réussir à dominer avec ballon, réussissent à dominer sans et fermer toutes les portes d'action habituelles des Italiens. La seule domination de Marcus Thuram en attaque ne permet pas de construire leur action. Martinez diminué donne pourtant son maximum, mais tu sens que la pression offensive mise par le PSG fait reculer les joueurs de couloir et isole un peu trop les attaquants. Federico Di Marco, humilié par Yamal au tour précédent, continue sa descente aux enfers en offrant sur un plateau le premier but via un placement défensif catastrophique. Il offrira un second but en cadrant mal Désiré Doué, en contre une frappe en détournant le regard plutôt qu'en cherchant à fermer l'angle, et il tuera absolument tous les ballons offensifs qui lui seront donnés. Si le PSG nous offrira un récital offensif magnifique, sublimé par des déplacements tranchants, un jeu de passes léchées et des actions collectives de grande classe, l'Inter coulera face à la pression. Physiquement, je sentais que l'équipe n'y arrivait plus. Collectivement, si le match contre Barcelone nous avait permis de voir une union, une force mentale d'un groupe qui plie mais ne rompt pas, cette fois les Italiens ne remonteront jamais à la surface, donnant lieu à une humiliation comme jamais la finale de Ligue des Champions n'aura donné lieu. Fatigués, pas totalement remis de certaines blessures et acculés par un adversaire qui appuie là où ça fait mal, les joueurs ne mettent plus un pied devant l'autre. Et si Thuram continuera d'essayer, ses efforts qui méritent les louanges ne changeront rien. De cette confrontation tactique, idéologique et stylistique, les Parisiens en sortent donc grands vainqueurs. Le jeu proposé, les 5 buts marqués et la facilité avec laquelle ils auront stoppé les offensives adverses permettent à l'équipe de Luis Enrique d'illuminer la soirée et d'enfin clore la quête du trophée aux grandes oreilles de la plus belle des manières possibles. Une immense joie, une réussite historique d'un côté, mais de l'autre, un malheur immense supplémentaire qui va assurément laisser des traces en interne. Si cette défaite contre Paris est une défaite d'un collectif contre un autre plus fort, c'est aussi et surtout la défaite d'un homme, Simone Inzaghi, coach en pleine progression depuis sa signature à l'Inter, capable d'obtenir des résultats malgré le contexte difficile économique et la groupe à sa disposition. Il aura réussi à sublimer un collectif de joueurs et leur faire atteindre un niveau que peu les auraient cru capables d'atteindre. En magnifiant le travail de Marotta, il aura réussi à créer un groupe uni derrière ses idées tactiques très intéressantes. Il aura créé une identité, une idéologie, une méthodologie dans son jeu qui aura clairement sublimer un club, un groupe qu'il finira par trahir durant la semaine la plus importante de sa carrière. Quand tu regardes le match face au PSG, tu comprends que le coach n'a pas réussi à bien préparer son effectif à la pression parisienne. Il a clairement mal préparé sa rencontre, mais ça encore, c'est difficile d'en être sûr. Quand tu vois le parcours parisien, absolument tous les entraîneurs, tous les adversaires ont été choqués du plan de jeu des hommes de Luis Enrique. Il est donc difficile d'en vouloir à Inzaghi pour ça, surtout quand tu vois que les premiers buts viennent d'erreurs individuelles grossières. Non, la trahison n'est pas uniquement sur le plan tactique, puisque à quelques jours d'une finale européenne, le coach a décidé d'entamer des discussions sur son futur avec un autre club que l'Inter. Une nouvelle et un choix qui ont clairement eu un impact sur la préparation de la rencontre. Inzaghi, au lieu d'aider Di Marco à comprendre son rôle face à Désiré Doué et Hakimi, a préféré négocier son départ en Arabie Saoudite. Bon, là je vais vraiment loin, mais tu comprends l'idée derrière mes paroles. Personnellement, je trouve ça choquant. Déjà parce que l'histoire jusque-là était absolument magnifique, avec le travail de Conte et les investissements minimes liés à un manque de budget, mais mené
guidé par un Marotta toujours aussi intelligent, il a réussi à construire son propre héritage. Il a grandi, il a appris, il a été haï puis aimé, et il était sur le point d'écrire un chapitre important dans l'histoire de l'Inter. Mais dans le Money Time, dans le moment le plus important qui aurait pu récompenser son travail, ses sacrifices et ses idées, il a fini par trahir tout ce qu'il avait construit. L'union avec son groupe, l'histoire avec le club, sa relation avec les dirigeants, son avenir en Italie, son héritage dans les mémoires. En l'espace de quelques jours, Simone a tout détruit. Et son départ, qui n'avait aucun sens il y a quelques mois, devient aujourd'hui une nécessité pour le bien de tout le monde. Lui va devenir coach d'un club d'Arabie Saoudite, une ligue où l'Europe ne pose jamais les yeux pour le football, mais simplement pour savoir si leurs échecs peuvent trouver une porte de sortie là-bas. Une déchéance pour un esprit et un coach qui, à force de s'affûter, aurait pu entrer dans les livres d'histoire comme un grand. De l'autre côté, l'Inter va devoir tout changer et rebâtir pour terminer cette ère et en commencer une nouvelle. Octree, conscient que le projet actuel est sur la fin, avec des départs d'historiques comme Çalhanoğlu, Mkhitaryan et autres leaders du vestiaire clairement sur la fin. Un changement profond dans la stratégie du club et dans la vision à moyen terme va voir le jour, plus basé sur la valorisation d'effectifs, afin d'éviter de replonger dans les heures sombres des années précédentes. Un virage qui sera sacrément intéressant à suivre, puisque l'Inter, en plus d'avoir une génération pleine de promesses dans ses équipes de jeunes, a déjà quelques talents en prêt qui vont revenir et dont l'avenir n'est pas encore scellé. Mais surtout, ce changement de projet, de méthodologie, va permettre de voir les derniers travaux d'un grand homme dans l'histoire récente du club, Beppe Marotta. Si jusque-là il avait dû construire l'effectif et le projet de manière low cost au fur et à mesure que son président perdait le contrôle de ses finances, exploitant pleinement le marché des joueurs libres, les bonnes relations entre les clubs italiens, pour trouver les meilleurs deals possibles, et sans jamais laisser un seul jeune monter en pro, cet été sous Octree pourrait lui permettre d'avoir finalement une marge de manœuvre un peu plus grande et des contraintes différentes de la construction de l'effectif. S'il a déjà mis en place les contre-feux médiatiques pour allumer son ancien coach en place publique et discréditer son travail de manière plus ou moins fair-play, la reconstruction qui s'annonçait déjà pas mal difficile l'est encore plus avec le départ du coach. Un remplaçant va devoir être choisi et les options annoncées sont soit difficiles à atteindre, comme De Zerbi protégé par l'OM ou Fabregas par Com, soit pas vraiment au standing de l'Inter, comme Vieira ou Farioli. Le choix chez vous sera donc sacrément intéressant à suivre, à analyser. Tu sens que c'est un pas supplémentaire pour accompagner un groupe rajeuni, et ce sera, à ne pas en douter, un prochain sujet de vidéo qui apparaîtra dans ton fil d'abonnement avec le nom de ma chaîne en dessous. Bref, c'était tout ce que je voulais dire pour faire le bilan de cette saison de l'Inter. J'espère que ça t'a plu. Qu'est-ce que tu en as pensé toi? Est-ce que tu penses que les bonnes décisions ont été prises? Est-ce que tu crois que l'Inter va réussir à se relever de cet échec? Dis-le moi dans les commentaires, et on se retrouve très vite pour le début des vidéos Mercato.